Le contenu qui suit a été produit grâce à Vinstache la boutique. La livraison est offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui m'aide à produire en totale indépendance le genre de vidéo que voici. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre bien beau pays était-il réputé pour être le pays du vin? Pas forcément en termes de volume, puisque bien qu'ayant été le plus gros producteur en 2023, la France ne se classait que deuxième sur ces 6 dernières années, devancée par sa charmante cousine transalpine qu'est l'Italie. Par contre, en termes de valeur et de réputation, la France est clairement et de manière absolument incontestable la numéro 1. Il n'y a même pas débat. 12,2 milliards de vins exportés en valeur en 2022 contre 7,8 milliards pour l'Italie et 3 milliards pour l'Espagne. Et cette position ultra dominante, elle le doit notamment à ce que je qualifierais d'exception culturelle française. Le tissu économique viticole national a toujours été orienté vers son ultra-artisanat et, pour mieux vous le démontrer, quoi de mieux que ce fabuleux graphique édité par la Rabobank en 2008. En abscisse, vous trouverez le volume moyen commercialisé par entreprise exprimé en milliers de caisses, et en ordonnée, le nombre d'entreprises commercialisant du vin en milliers. Et dois-je vraiment commenter ce graphique? Je veux dire, ça saute aux yeux. La plupart des pays ont organisé leur industrie via de grosses structures, qui sont donc plus rares par nature, mais qui commercialisent des volumes titanesques. Mais enfin, je veux dire, le Chili compte à peine 300 entreprises pour plus de 303 700 putains de milliers de caisses. La France, quant à elle, est à l'opposé du spectre avec environ 35 000 producteurs pour 15 400 caisses en moyenne. Alors oui, on pourrait chipoter en disant que les industries vigneronnes des vins du Nouveau Monde étant beaucoup plus récentes, leurs cultures du vin sont plus juvéniles. Et, in fine, on pourrait argumenter en expliquant qu'ils feront très certainement leur transition qualitative. Mais que nenni! Il existe un gouffre, que dis-je, un abîme entre l'Italie et l'Espagne, respectivement le premier et troisième plus gros producteur mondial, au passé et à la tradition viticole séculaire, et notre bonne vieille France. D'où ce que je vous disais en préambule, il existe une exception culturelle française pour le marché du vin. En effet, nous sommes l'un des rares pays où c'est le modèle artisanal qui prédomine et où les grosses structures de production sont très rares. Tiens, vous voulez une autre preuve? Voici un tableau tiré du très chouette groupe Facebook, un brin de niche, je dois bien le reconnaître, de l'association américaine des économistes du vin. Voici le top 35 des marques de vin les plus vendues sur le marché US pour les années 2022 et 2023. Pas une seule n'est française. Toujours sur ce même groupe, j'ai pu trouver le top 24 des marques de vin 100% françaises les plus écoulées dans la dystopie de l'oncle Donald. Alors, outre le fait que le top 6 est trusté à 50% par des rosés, longue histoire, mais les rosés de la French Riviera, bien poussés par l'image du couple Pitt-Joly au château de Miraval, ont eu le vent en poupe. Eh bien, malgré tout cela, le château d'Esclans, là encore un rosé, vend près de 3 fois moins de caisses que la 35e marque la plus écoulée, en l'occurrence Cupcake Vineyards. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, au pays aux 246 fromages, des gros embouteilleurs, eh bah, on n'en a pas tant que ça. Me vient instantanément en tête le nom des Grands Chais de France, dont le vin de marque le plus répandu est l'emblématique J. Péchenet, le groupe Baron Philippe de Rothschild qui produit le Bordeaux le plus vendu au monde, qu'est Mouton Cadet, cuvée à laquelle j'ai déjà dédié un épisode, le groupe Tariquet et sa fameuse cuvée Première Grive, auquel j'ai aussi consacré une vidéo, mais qui depuis malheureusement en chie pas mal, puisque nous apprenions fin janvier qu'il avait été placé en procédure de sauvegarde judiciaire suite à une baisse de 31% de son chiffre d'affaires. Mais évidemment, le rouleau compresseur, l'ogre viticole de la production française, c'est le groupe Castel Frères, dont le navire amiral n'est autre que notre intéressé du jour, Rochemazet. Alors, pour vous donner quelques chiffres, Rochemazet, ce n'est ni plus ni moins, selon l'IWSR Drink Market Analysis, daté de 2023, que la marque de vin française la plus vendue au monde. Et c'est aussi la marque de vin tranquille, les vins non effervescents si vous préférez, la plus écoulée en France. Et cela depuis près de 2 décennies, puisqu'en 2009, déjà, elle trustait le haut du podium avec près de 24,5 millions de cols ayant trouvé preneur dans l'Hexagone. Bien loin devant les 2 autres complétant ce triptyque en leur mettant 10 millions de quilles dans le rétro.
Et ce n'était que le début, puisqu'en 2018, elle avait quasiment doublé ses ventes, passant à 46,7 millions de bouteilles. Alors que pourtant, on parle de la décennie des radars, des campagnes énervées, à très juste titre, sur le fléau de l'alcool au volant, des politiques sanitaires qui se sont encore plus durcies. Bref, c'est juste un exploit. 5 ans plus tard, soit en 2023, certes, les chiffres ont connu une certaine décrue, avec une décroissance de moins 12,6%, mais à une époque où les vins sans alcool et désalcoolisés sont le supposé nouvel Eldorado de la croissance viticole, ça reste quand même des chiffres très honorables. Mais comment en est-on arrivé à voir naître un tel mastodonte du vin français? D'où tire-t-il ses racines? Comment a-t-il prospéré? Et surtout, comment les vins goûtent-ils? Alors, je me suis rendu sur le site de Roche-Mazet pour en savoir un peu plus sur les origines de la marque. Tout de même, plus de 40 millions de cols vendus, sa mythologie doit être pleine d'anecdotes croustillantes et de récits épiques, non? Je cherche, et... rien. Aucune mention de son histoire. Des onglets pour vous présenter la collection des différentes cuvées, un autre pour vous proposer de délicieux accords mets et vins, ou encore un autre pour évoquer les cépages et le terroir. Allez, tiens, cliquons un peu dessus pour voir. À la base du vin, il y a un fruit, et à la base de ce fruit, il y a une plante, la vigne. Perspicace. Elle existe sous différentes variétés, ce sont les cépages. La philosophie de Roche-Mazet est simple, offrir le meilleur de chaque cépage pour révéler leur typicité sous une signature singulière. Ok, bon, je vous passe cette lecture trépidante, retenez juste que les vins sont en IGP Pays d'Oc et qu'ils proviennent tout logiquement du Languedoc. Les cuvées, pour la plupart, sont en monocépage et sont donc issues d'une même variété de raisin. Fine. J'ai donc commencé à chercher sur Google Scholar, qui répertorie les articles de recherche dans toutes les sciences, dont la géographie et la science économique font partie, afin de trouver quelque chose. Rien. J'ai consulté des boutiques de livres spécialisés dans le pinard pour voir si un ouvrage avait été confectionné à son sujet. Rien. Je suis allé sur le toujours bien renseigné forum La Passion du Vin, j'ai trouvé quelques entrées pour Roche-Mazet, dont une dans le topic horreur énologique, mais rien de bien probant et encore moins sur l'histoire de la marque. J'ai surfé sur des blogs de passionnés comme celui de Feu Jacques Berthomeau. Rien. J'ai même commis le péché ultime en allant demander à ChatGPT de me raconter l'histoire de la marque, mais de ce que j'en ai lu, eh ben il m'avait l'air quand même bien aux fraises. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une page Wikipédia de 3 petites lignes m'indiquant que Roche-Mazet est une marque de vin de pays créée en 1998 par Thierry Desjardins. Son fils Thibaut dirige aujourd'hui l'exploitation. Elle appartient à la Société des vins de France, aujourd'hui propriété du groupe Castel. La gamme comprend des vins issus du Pays d'Oc, région du sud-ouest de la France. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, puisque je savais pertinemment, avant de me lancer dans l'écriture de cet épisode, que j'allais me casser les dents sur la fameuse culture de la discrétion, du secret et de l'opacité du groupe Castel Frères. Donc, le groupe Castel Frères tient son nom de son emblématique créateur, qu'est Pierre Castel. Nom qui ne dira peut-être rien au plus grand nombre d'entre vous, mais qui pour n'importe quel membre de notre industrie est une figure absolument incontournable. Coucou. On parle quand même en 2023, selon le magazine Challenge, d'une des 10 plus grandes fortunes professionnelles en France, avec un patrimoine estimé à 14 milliards d'euros. Ce qui d'ailleurs, pour l'anecdote, équivaudrait à la totalité de la valeur des logements de la ville du Mans. Voilà. Ah, vous ferez ce que vous voulez de cette info, hein. Et s'il y a bien une seule chose que je ne pourrai jamais retirer à Pierre Castel, c'est que c'est un véritable self-made man. Pierre Castel, 98 ans à l'heure où je tourne, est un fils d'immigrés espagnols sans le sou, ayant fui la misère pour s'installer dans le Bordelais. 6e d'une fratrie composée de 9 enfants, il quittera l'école à 12 ans pour aller aider ses parents à la vigne. Doué d'un talent hors norme pour les affaires, où il aura d'ailleurs la réputation d'être tout sauf un tendre, il va juste bâtir un empire. Vous vous rappelez de ce tableau des marques de vin les plus vendues en France en 2023 ? Bon, et bah dans le top 10, il en possède 6, dont les 4 premières. Ainsi que la chaîne de caviste Nicolas, qu'il a racheté en 1988. Nicolas, qui à l'époque était une enseigne moribonde, et dont il va faire le succès commercial que nous connaissons tous aujourd'hui. Et cette anecdote me détruit à chaque fois un peu plus à petit feu, mais le mec qui est propriétaire de la Villageoise, des Vieux Papes, de Roche-Mazet ou encore de Listel, soit des marques de vin que l'on qualifiera pudiquement d'entrée de gamme,
est aussi le propriétaire de la plus grande chaîne de cavistes français. Un caviste étant, pour rappel, un lieu où vous allez chercher une sélection qualitative. Trop fort. Trop fort. Et encore plus fort, et ce que je vais vous raconter n'est absolument pas une blague, ce n'est ni en France ni en Europe que Pierre Castel a fait sa fortune, mais en Afrique. L'histoire serait notamment partie d'Omar Bongo, qui, dans les années 60, aurait vivement conseillé à Pierre Castel de se positionner sur le marché de la bière, en lui proposant même de l'aider à construire une brasserie. D'ailleurs, en parlant d'Omar Bongo, bon, c'est pas que Pierre Castel est un peu devenu le visage de la France-Afrique, mais pour citer le reportage de Complément d'enquête à son sujet, le président Alassane Ouattara s'apprête à décorer des personnalités françaises pour service rendu à la nation. Sur la photo de famille, Vincent Bolloré et Martin Bouygues sont tout à droite. Et c'est Pierre Castel qui a la place d'honneur. Ainsi, si je devais vous le dire de manière politiquement correcte et un brin pudique, je vous dirais que s'il avait existé un album Panini des présidents à vie d'Afrique, oh bah le père Castel, il en aurait une belle collection. Après, vous l'aurez compris, je suis dans la galéjade et le cynisme, et mes détracteurs me rétorqueront qu'il est bien facile de donner des leçons et de refaire le match près de 70 ans plus tard, afin de me donner une bonne image et de faire dans l'étalage de vertu. Soit. Alors je vous dirai pudiquement que le père Castel a toujours eu une très forte appétence pour les affaires, quitte à passer outre certaines questions éthiques. C'est ainsi que celui qui s'est installé en Suisse en 1982, très certainement pour la beauté des paysages, et parce que, je cite directement Pierre Castel dans une interview datée de 2014 au magazine Challenge, « J'ai toujours eu peur des socialistes. Financièrement et économiquement, la France devient dangereuse. Lorsqu'on vous prend plus de 50% de vos revenus, vous ne pouvez pas l'accepter. D'ailleurs, le bouclier fiscal était une bonne mesure. Mais je suis français et j'investis beaucoup en France avec l'argent gagné en Afrique. » Oh Seigneur, grand prince. Oh, à la classe. La révérence. Oh, c'est un saint homme. J'ai donc à peine été surpris d'apprendre que celui que la presse a surnommé le plus fameux des exilés fiscaux s'était vu infliger une amende record de 286 millions de francs par le fisc suisse, puisqu'il aurait omis de déclarer certains éléments de revenus et de fortune. Un gros quart d'1 milliard d'euros. Petite omission quand même. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il n'a pas omis, et cela va me permettre de raccrocher le wagon avec Rochemaset, c'est sa culture de la discrétion. Chez Castel, tout doit être le plus confidentiel et rien ne filtre. Et c'est notamment pour cela que les sites internet des différentes marques sont désespérément vides. J'ai été en contact avec des anciens employés de Rochemaset et j'ai eu ce genre de retour. Une source anonyme m'expliquait que Rochemaset appartenait à la base à la Société des vins de France, avec entre autres les fameux Boulaouane, Villageoise et Vieux Pape. La SVF a été rachetée par Castel. Le marketing n'est basé sur aucune histoire et c'est un pur produit de la grande distribution, façonné à grands coups de stats et d'études de marché. Voilà. Mais malgré tout, ça reste un sacré putain d'ogre viticole dans le Languedoc. J'ai fait un calcul très simple. J'ai pris le cahier des charges des vins d'indication géographique protégés Pays d'Oc, qui nous dit que les vins bénéficiant de l'IGP sont produits dans la limite d'un rendement maximum à l'hectare. 90 hectolitres pour les vins rouges et blancs, et 100 hectolitres pour les vins rosés, gris et gris de gris. On va prendre du 90 hectolitres à l'hectare pour faire simple. 90 hectolitres, c'est 9000 litres. 9000 litres divisé par une bouteille de 75 centilitres égale 12 000 bouteilles. D'après mon tableau issu de Rayon Boisson, Rochemaset en a vendu 40 800 000 bouteilles en 2023. 40 800 000 divisé par 12 000 égale 3400. Cela signifie donc qu'en 2023, environ 3400 hectares de terres viticoles languedociennes étaient consacrés à produire des vins issus de cette marque. Pour rappel, le Languedoc, d'après les chiffres de l'Agreste, c'est un vignoble de 186 000 hectares. Ça signifie quand même que presque 2% de cette région est dédiée à la production de Rochemaset. Dit autrement, une bouteille sur 50 née dans le Languedoc est estampillée Rochemaset. Écœuré, ta violence! Mais du coup, mon bon Loïc Geoffrey de Vinstache, Rochemaset à la dégustation, ça vaut quoi? Eh bien, magie de la technologie moderne et de la technique. On se retrouve aujourd'hui dans la cave de Monsieur Maxime Agostini à Marseille. Bonjour, bienvenue.
Bah, merci de nous accueillir déjà. Bien sûr. Je me suis dit que, quitte à déguster des vins de chez Roche-Mazet, quitte à aller dans le ravin, autant y aller à deux. Hein. T'es méchant, on sait pas, peut-être c'est très bon. Moi, honnêtement, j'ai jamais goûté Roche-Mazet. Et ben c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as déjà goûté Roche-Mazet? Pas Non. du tout. Je connais, je sais d'où ça vient, je sais qui est derrière. Évidemment, ce que le peuple aime, c'est le sang. Et tout le monde attend qu'on verse dans la punchline et qu'on soit là à faire jouer de manière hyper théâtrale en dégustant ça. Moi, ce que je te propose, à l'inverse, c'est d'essayer d'être le plus pro possible. Alors, on peut pas le faire à l'aveugle, parce qu'évidemment, on a vu ce que c'était, mais juste d'essayer de donner notre avis de manière sincère. Bah, je te propose de déguster ce petit chardonnay. Ah bah écoute, avec plaisir. Eh ben écoute, première impression au nez, ça me rappelle vraiment les chardonnays du Languedoc, c'est-à-dire, tu vois, un côté hyper agrume, assez Ouais. solaire. Assez solaire, oui, bien Ouais. sûr. On sent qu'il y a quand même un peu plus de chaleur qu'en Bourgogne, clairement. Oui, c'est vraiment les notes... C'est plus expressif, hein. On a vraiment le fruit est quand même un peu plus présent. Ouais, ça pète sur les petits agrumes. Pour moi, Ouais, c'est vraiment ouais, ça ouais. que je trouve, que je ressens au niveau du nez. Par contre, tu vois, là, on l'a ouvert depuis 1h30, Ouais, 2h. ouais. On l'a laissé au frigo. On est à température de service. J'ai que les agrumes. J'ai rien d'autre. Oui, non, il n'y a rien d'autre. Hein. J'ai pas... Oh, t'as pas envie d'être agréable, toi. Non, Oh, je le sens. non, je le non, sens, alors, t'as pas envie d'être agréable. J'ai envie toi. d'être taquin, mais bon, tu mets une petite tac, un petit Pas du tac. tout. Alors je me permets peut-être que justement l'ouverture lui a pas forcément fait du bien. Peut-être qu'il avait besoin d'être bu immédiatement. Ah, mais peut-être. Mais justement, c'est là où on les juge les mieux, je trouve, avec l'ouverture. En tout cas, c'est agrumes et herbacées. Au niveau de la bouche, qu'est-ce que ça donne? Ça s'arrête très rapidement en bouche. Ouais, mais pour un vin de 2,86, Oui, honnêtement, je suis plutôt agréablement surpris. ben moi aussi. Je- Chaleureux, une pointe de minéral, Ouais, très non, court en bouche, profil unidimensionnel, pas d'émotion, Non, mais mais... on n'est pas là pour ça, entre guillemets. Non mais voilà, je suis agréablement surpris, vraiment. Je m'attendais à un truc, franchement, qui tapait sur l'acidité et qui était dégueulasse et imbuvable. Après, le chardonnay a aussi cet avantage d'être un cépage Ah quand même oui. très facile à travailler. Très facile à travailler, ouais. Je peux pas vous regarder droit dans les yeux et vous dire c'est imbuvable. C'est Non, imbuvable. ça fait le boulot. Non, mais je pense qu'ils font des rouges aussi. Oui. Ah, je suis curieux de goûter les rouges. Eh ben, le merlot. Le merlot. Le merlot. Alors le nez m'éclate pas des masses. Hein. Je suis pas. Moi le merlot, j'attends du fruit quand même sur du merlot. Hein. Ouais, je vois. Et puis il y a. Ah non, j'avoue que ouais, au nez, je suis pas forcément. Je trouve pas ça hyper engageant. Ça me rappelle pas les merlots déjà. Ben, en fait c'est ça. Ouais. C'est ça. Le coup, ouais. Non, autant le chardonnay, j'étais un peu plus convaincu, autant sur le merlot au niveau du nez, Comment est vinifié ce vin, Loïc Geoffrey de Vinslash? j'en ai aucune idée. Par Ok. contre, je trouve qu'il y a le côté hyper végétal qui ressort. Ouais, là, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis des copeaux de bois, il y a de la vanille, il y a un Je truc sais vanillé là. Bon, ça m'éclate pas du tout. Vraiment alors pas là, du tout. non. Et, Autant le chardonnay, je trouve que c'est un vin franchement très correct. Autant là, il y a une espèce d'amertume, un côté végétal. Je reconnais pas le cépage, c'est du vin qui n'a aucune identité en fait. J'aime pas du tout. J'aime Non. pas du tout. Combien coûte un Roche-Mazet, le merlot de Mais chez je te Roche-Mazet? dis, Pareil, dans les mêmes, j'imagine, dans les mêmes eaux. Attends, faut que je reprenne parce que j'ai pris en photo, j'ai fait une note de frais pour ça. En même temps que j'ai pris les 3 vins, j'ai pris du café. J'en ai eu pour plus cher de café que de vin. Le Roche-Mazet en blanc, 3,60 le chardonnay. C'est le plus cher des trois. C'est peut-être pour ça aussi que c'est le meilleur. Ouais, Même si on n'a pas... 3,60. Le Merlot, 2,98. Et le Cabernet Sauvignon qu'on va déguster maintenant, c'est 2,98. Ah, Voilà. pas mal. Et je te dis, bah, café, 5,18. J'en ai eu pour plus cher de café que de vin. Quelle indignité. Quelle vie! Quelle vie, la vie de prince, la vie d'artiste. Heureusement, on va aller sur un Cabernet Sauvignon millésimé 2023. Donc Cabernet Sauvignon qui 100%. Des 100% Cabernet Sauvignon, c'est déjà assez rare et c'est pas facile à déguster quand c'est déjà bien fait. C'est un cépage, quand il est fait en 100%, c'est déjà pas facile. C'est souvent pour ça que c'est d'ailleurs souvent fait en assemblage. Quand c'est jeune, bah, c'est un cépage qui a besoin de vieillir. Donc je t'avoue que des trois, c'est celui que je crains le plus en termes de dégustation. Et pourtant, bah, tu vois, niveau nez, le nez est quand même assez sympa. Autant Plutôt sympa. Ouais, autant le Merlot, je le reconnaissais vraiment pas. Autant sur le Cabernet Sauvignon, j'ai ces notes de fruits noirs assez typiques. Bon. Aucune matière, aucun tanin, Non, de la flotte. ouais, c'est de la flotte un peu plus fruitée, je trouve, quand même que le Merlot. Oui, plus agréable que le Merlot, tu Plus vois. agréable que le Merlot, mais ça reste inintéressant à souhait. Pour qu'on évite de passer pour deux énormes Oui, connards, je oui. vais plutôt dire, pour des gens qui ne sont pas forcément très férus de vin, Oui. je trouve que le Chardonnay fait carrément Ouais, le boulot. tout à fait. Sur les rouges, le Merlot, j'ai pas reconnu l'identité du cépage. Sur le Cabernet, j'ai plus reconnu au niveau du nez
Par contre, j'ai trouvé ça en bouche insipide. Très plat, quoi, en fait. Ouais. Et bah voilà, s'il y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans et qui prennent plaisir, et bah tant mieux. Soyez heureux. Donnez-nous vos pépites chez Roche-Mazet en commentaire, n'hésitez pas. Et bah merci. Mais merci à toi, oui, c'était un bon moment. Très bon moment. En guise de conclusion, je vous dirais que dans notre industrie, il existe plusieurs types d'approches, et notamment celle entre le vin de marque et le vin dit de terroir. Les marques de vin cherchant à faire du volume, dont Roche-Mazet est bien évidemment le plus bel apôtre, leur but va être d'essayer de vous proposer des produits standardisés grâce à de nombreux process de vinification technologique et où on essaiera de gommer les défauts à grand renfort de produits énologiques. D'où le fait, pour reprendre mon exemple cité précédemment, que Roche-Mazet se retrouvait par exemple dans le topic horreur énologique du forum La Passion du Vin. C'est pas moi qui le dis. A l'inverse, il y a le vin dit de terroir. Alors, terroir est un terme un brin fourre-tout de notre industrie sur lequel j'aurais énormément à vous redire, notamment parce qu'il a été démocratisé sous la Troisième République par les marchands bourguignons afin de valoriser une approche dite de climat, mais si je devais essayer de vous en donner une définition, je vous dirais qu'un vin de terroir a pour but de restituer la pureté de l'expression des sols et de l'environnement dans lequel les raisins ont poussé, et qu'un bon vigneron doit s'effacer pour laisser le jus qu'il aura vinifié délivrer l'expression la plus pure de ce lieu et de cette alchimie. Alors oui, je sais, dit comme ça, cela fait énormément pompeux et prétentieux. Mais pour moi, tout l'intérêt d'un vin, c'est qu'il provient d'un endroit bien précis. Si un ermitage, c'est divin, c'est parce qu'il a poussé dans un espèce de cirque géologique pentu improbable, et pas ailleurs. Et c'est même pour cela que nous avons créé des AOC. Et c'est cela que nous autres cavistes essayons de mettre en avant. Des vins uniques qui restituent les qualités de l'environnement d'où ils proviennent. Et non pas une soupe de produits énologiques qui pourrait tout aussi bien être produite en Californie, en Languedoc ou en Australie du Sud. Nous avons la chance de bénéficier de grands terroirs. Valorisons-les. Vive l'incroyable tissu économique viticole français composé de petits artisans jusqu'aux boutistes. Vive la France. Et si vous souhaitez découvrir de beaux vins de terroir, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinstache la boutique. À bientôt!